So I already said welcome. Bienvenue. So just let me briefly tell you how this works. Voilà comment ça va se passer. I've never listened to any Pour ceux qui n'ont jamais écouté les Lightning Talks, how to talk lightning. It's pretty easy actually. c'est relativement simple. Sit in one of the front rows if you submitted a lightning talk and would like to Les speakers se mettent devant tout le monde. get on stage quickly once your talk comes up. I will announce the talks right before they start. And then talk into the microphone like me right now. Do not turn around to see your slides, because you see what happens. You can't hear me anymore if I turn around. You have a monitor down there, so just look there for your slides if you need to look at them, like me right now. Then use the clicker, which always has to remain on this podium, to advance your slides, just right and left here. And stay calm, like me right now. And deliver your talk. It's good if you finish on time. That's what lightning talks are. Il est préférable que cela soit terminé à l'heure. For each talk, Chaque session durera 5 minutes. before the 5 minutes are over. Receive your applause. Chaque speaker sera applaudi. How to listen to lightning talks for those of you in the audience. It's pretty Comment apprécier les Lightning Talks? be excellent to each other. And watch the timekeeper. The timekeeper is this thing here in front of me. La gestion du temps est importante. Can you see it from Regardez la pendule. there? Can you see it? Yeah? Okay. So watch the timekeeper, because this one helps us to check if the 5 minutes are over or not. Alex, would you like to say something about it? Yes, just a few words. It's very easy to use. It visualizes the remaining talking time. Getzig now has 2.5 minutes left. And Quand il vous reste it starts in green when 2 minutes et demie, left, and I will do now fast forward. So ce sera peut-être le moment d'accélérer. if this is like this, you still have 2 minutes left. The yellow signal shows you that you have 1 minute left. Quand il vous restera que 2 minutes, le signal deviendra jaune. Red turns up, you have 30 seconds left. And Et quand il vous reste que 30 secondes, le signal devient rouge. the device begins to blink. And this, you know, you have been to Lightning Talks. It's your task. 5, 4, 3, 2, 1. We have to try this again, I Let's think. practice again, yeah. You are not awakened here. One more try. 5, 4, 3, 2, 1. Very Marvelous. nice. Thank you. All right. So basically, don't panic if you see all yellow, then you still have 1 minute. Très simplement, ne paniquez pas quand vous voyez le jaune arriver. Available for the lightning talks, we have English to German translations. Nous avons de la traduction d'anglais vers allemand et en français. German to English. I don't know about German to French right now, but we'll see. You can't access the translation via DECT phones right now, so please check the wiki with the translations topic, or check streaming.c3lingo.org for information on how to listen to the streams and the translations. That's it. Let us do that and begin with the talks. The clicker, please. Yeah, one more thing. Please let the keeper, let the S'il vous plaît, laissez la télécommande sur le podium avant de partir. Good morning, Congress. Bonjour. Bonjour aux fans des Lightning Talks. Est-ce qu'on peut me lancer les slides? No hurries. Early morning still. Good morning. So, Bonjour. earlier this year, Sir Tim Berners-Lee did a call for action Précédemment dans l'année, with quite some urgency because he thought, j'ai été sollicité as we know it, is in danger. parce que, comme nous savons, Internet est en danger, Centralizing more and more, parce becoming the playground of qu'il est de plus en plus centralisé, multinational maîtrisé par de plus en plus de grandes multinationales. concerns was that we are Mon- losing control. Mon sujet est que nous sommes en train de perdre le contrôle sur nos données. I would like to join this call for action Aussi, j'ai voulu participer en faisant quelque chose. against it. And I want to introduce a software for C'est pour ça que je voudrais vous présenter en fait un software
pour faire du microblogging. I want to talk about microblogging very briefly, my narrow use Alors, je vais vous parler un petit peu de ça. then a little bit more in detail about Ensuite, j'irai un petit peu. Je vais d'abord vous parler du microblogging. Ensuite, je vous parlerai ensuite du self-hébergement. my two buttons. Ouais, So microblogging, I use it mostly le microblogging, for tagging links I find on the internet and storing and building J'utilise un- knowledge archive. Like delicious j'ai l'habitude d'utiliser mon téléphone pour marquer des liens et archiver certains liens sur Internet. which is very simple and J'avais l'habitude d'utiliser PHP, quelque chose d'extrêmement simple. not that easy to self-host no more. Mais c'est plus aujourd'hui, c'est plus très facile d'héberger soi-même son propre PHP. The software that runs is my choice. Aussi, je me suis Freedom, which Je me suis data tourné vers une solution qui pourrait faire en sorte que je pourrais héberger moi-même mon propre software, it gives me the sovereignty over ce which qui me donnerait également la souveraineté sur mes propres données. are not dependent on the software I use. It's free of legalese. I do not have to accept Il me fallait aussi un système qui soit libre de droit, qui fait que je sois totalement libre. I do not have to give up rights. So I do not have Et je ne voulais pas. Je voulais avoir le minimum d'adhérence vis-à-vis des droits. Et just because I post. And it is very much do it yourself. je voulais que ce soit quelque chose que je puisse faire moi-même. However, it can be scary. There is some entry barrier if you know nothing about it. Néanmoins, ça pouvait être assez effrayant, surtout si on n'y connaissait rien. You have to choose platforms. Donc, There is tout ce qui relève de l'installation, des dépendances, des plateformes, tout ce qui relève de la sécurité. you have to take action yourself. And there may be server issues. Et il pouvait y avoir aussi des problèmes de choix de serveur, de coûts de serveur. My approach is to keep things simple, Mon approche était de conserver les choses extrêmement simples, that you can take responsibility for because you know what's going on. d'avoir un minimum de responsabilité. To that avail, it is useful and important to leverage experiences that are there, use well-known, rather old technologies that are bare of surprises. Use small code bases and L'objectif était d'utiliser des technologies peut-être un petit peu plus anciennes, des choses simples, running should be nice and easy to do. des choses faciles à utiliser et sympathiques à utiliser. Seeing I'm a little bit fast actually. Now the software I'm about to do, which is very much a work in progress and will always be in a do-it-yourself manner. It is one file and one step install. Il s'agit d'un seul fichier, une phase d'installation. Static files. There is no Le server visiteur voit juste un fichier statique. itself which delivers flat files. The editor L'éditeur posts something to his or her own microblog, uses a CGI for that, utilise un fichier CGI, uses a CGI quelque chose d'assez ancien et de très simple. for good portability to various platforms. J'utilise néanmoins du Go. Run this on your own hardware, on a Raspberry Pi or in a Pour l'interaction avec d'autres plateformes, shared hosting environment as well. And it delivers Atom feeds. Uses il délivre également des liens en Atom, en RSS, et du là. Thank you. Thank you. Next up is digital information for refugees. Ensuite, on va continuer avec les informations numériques pour les réfugiés et les nouveaux arrivants. My name is Ulrike and I work for Bonjour à tous, je suis Ulrike iRights. et je travaille pour l'association iRights. On s'intéresse beaucoup aux droits des consommateurs et en particulier dans le numérique. Un de mes projets actuellement, c'est de travailler sur rechercher comment les réfugiés peuvent en apprendre plus sur leurs droits,
et que c'est le cas actuellement. How should digital information for refugees and newcomers, people new On s'est posé la question donc, comment est-ce qu'on peut rendre cette information, comment on devrait présenter cette information aux réfugiés? Parce que les réfugiés utilisent les médias digitaux comme tout le monde. Et quand ils arrivent dans un nouveau pays, ils doivent chercher certaines informations. Par exemple, où rester, où trouver un docteur, où trouver des papiers ou leur droit de résident. They might not know that it's called consumer protection, but what about buying yourself a SIM card? Il y a aussi des problèmes de droits des consommateurs, comme par exemple s'ils veulent s'acheter une carte SIM, ou s'ils veulent utiliser une garantie, ou est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une assurance. C'est important qu'ils aient ces informations dès qu'ils arrivent dans le pays. This might be important for you as more and more people coming in. Pour vous, c'est peut-être important aussi, puisque avec de plus en plus de gens qui voyagent ou qui migrent, vous serez peut-être amené à rencontrer ces questions. Commençons tout d'abord avec une recherche où je vais donner quelques exemples de recherches qu'on a fait sur les utilisateurs. Sur la photo que vous voyez, on utilise des appareils Apple qui ont été distribués à ce groupe de réfugiés. Si vous voulez programmer une application pour un réfugié, par contre, il faut peut-être plus se focaliser sur Android. Ensuite, on a regardé qu'est-ce que les gens utilisent le plus sur Internet. Et pour la plupart des immigrés ou des réfugiés à qui je parle, c'est beaucoup les réseaux sociaux et les médias, comme par exemple Facebook. C'est pas l'Internet que moi-même j'utilise le plus, mais si je veux aider ces gens, j'ai besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour leur faire parvenir les informations. Si vous voulez redistribuer l'information, vous devez le faire à partir d'un point de contact sur les réseaux sociaux que les gens utilisent. N'oubliez pas d'utiliser un langage simple. Par exemple, si vous le faites en allemand, on a beaucoup l'habitude des phrases longues, des mots très longs. C'est pas facile pour les gens qui viennent d'arriver dans le pays et qui connaissent pas forcément aussi bien l'allemand que ça. On peut penser par exemple aux étudiants Erasmus. C'est tous ces gens-là qui vont profiter d'un langage simple. Ensuite, si vous fournissez des informations, n'oubliez pas d'utiliser des vidéos et des images. C'est très pratique pour attirer l'attention de quelqu'un. En particulier, les vidéos sont beaucoup regardées. Et sur les réseaux sociaux, les vidéos et les photos font du bon contenu. Sur les vidéos, vous pouvez aussi utiliser des sous-titres. Beaucoup de gens aiment entraîner leur allemand en regardant des vidéos qui peuvent être en allemand, sous-titrées en allemand. Ça n'a pas besoin d'être dans une autre langue. Et enfin, si vous donnez des informations par les moyens numériques, soyez très clair sur les conséquences que cela peut avoir. Merci à tous ceux qui m'ont écouté et vous n'hésitez pas à venir me voir pour parler du projet. Donc, notre prochain talk sur les métacontainers. All right. C'est parti.
Donc, bonjour. J'aimerais vous parler de mon projet, MetaContainer, pour partager des informations sur le réseau de manière plus simple. Donc, je vais vous parler de la configuration pour partager des appareils USB, par exemple, sur le réseau. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça avec MetaContainer. Donc, je voulais faire ça aussi simple que possible. Donc, on utilise une commande pour exporter des ressources. Par exemple, je veux partager un fichier avec un ami ou un dossier de mon portable. Donc, j'exporte mon dossier avec une référence et mon ami utilise une autre commande pour monter ce dossier sur son poste. Et la référence, c'est tout ce qui permet d'identifier le lieu où est situé le service. Donc, on a un hash de ma clé publique. Donc, mon ami sait qu'il est en train d'accéder à mes informations et aux informations qu'il pense accéder. Donc, MetaContainer a aussi 3 autres types de ressources qu'on peut partager. La première, c'est les postes de travail, les remote desktop. Donc, on peut partager une connexion à distance sur un poste de travail en remote. Donc, on peut partager aussi des réseaux et les haut-parleurs d'un Raspberry Pi, par exemple, et des fichiers audio et vidéo. J'ai une couche d'abstraction avec des projets open source, différents projets open source. Donc, j'ai SSHFS, Pulse Audio, QEMU, Tiger VNC, USB IP et autres qui sont la couche de produits open source qui rendent le processus sécurisé et qui me permettent, en utilisant un réseau chiffré, ça rend plus simple de connecter à des ordinateurs. Ça peut bypasser facilement des pare-feux. Et j'ai aussi un support pour des machines virtuelles également. Donc, on peut utiliser des ressources partagées entre les machines virtuelles. Par exemple, on peut créer une machine virtuelle qui utilise un fichier sur un autre host sans aucune configuration, sauf créer l'export et lancer la machine virtuelle. Par exemple, on peut lancer un container dans un serveur qui tourne à la maison. Et ça, c'est un autre exemple, un autre use case. On a un portable, par exemple, sur lequel vous voulez créer un projet sur votre portable, mais vous avez un ordinateur rapide dans un autre endroit. Donc, c'est relativement facile de créer des sessions pour partager uniquement des dossiers pour un projet particulier et rien d'autre sur cette machine, sur le réseau. Donc, j'utilise plein de technologies open source dans MetaContainer. J'utilise Nix, qui est vraiment un gestionnaire de paquets très sympa. Nim, pour les dépendances, qui marche très bien avec toutes les dépendances. Et j'utilise Cap'n Proto, qui est un protocole RPC très sympa. C'est similaire à Protobuffer. Donc, merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé par MetaContainer, vous pouvez trouver MetaContainer sur GitHub ou aller sur mon site web metacontainer.org. So the next talk is going to be a video, introduction into Arduino.
Le prochain talk, c'est une vidéo d'introduction pour Arduino. Let's go. C'est parti. Donc, je fais un cours tous les jours pendant le congrès pour apprendre à souder et à programmer des composants. Donc ça, c'est une vidéo qui est légèrement accélérée pour 2 à 5 minutes, qui vous montre ce qu'on fait sur mon cours de soudure. Ça prend à peu près 1 heure en réalité. Et une fois qu'on a terminé, on check le travail de chacun et on parle de l'input et de l'output digital et de l'input et de l'output analogue. Et ça me permet d'expliquer les machines. Et une fois que vous avez terminé ce workshop, vous pouvez programmer tous les kits par vous-même, sauf pour un qui n'est pas compatible. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais soudé et programmé avant, c'est un workshop idéal. Il y a aussi 2 autres cours qu'on délivre tous les jours, ou presque tous les jours. Et on passe 3 heures à faire un clone d'Arduino, souder soi-même. Ouais, voilà. On peut acheter les composants aussi directement pour l'autre workshop. Et ensuite, il y a la possibilité de connecter à placer tous les composants ensemble et les relier. Donc, ça permet, en ouvrant son portable, de comprendre comment fonctionne tous les composants. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'on fait là-bas. Donc, je vous conseille de venir si vous ne savez pas comment souder et si vous ne savez pas comment programmer. C'est une bonne introduction. Donc, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Ah, la partie hardware hacking, c'est le groupe de tables sur la gauche. C'est dans le hacking area. Donc ça devrait commencer dans 1 heure et le mien est à 5h30 tous les jours. Sauf le dernier jour, c'est à 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous apprends aussi comment dessouder des composants parce que ça peut souvent arriver de mettre un composant dans le mauvais sens ou de remplir un trou. Et ensuite, on teste. Donc, sur la vidéo, on va voir comment on teste le composant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser passer la vidéo jusqu'à la fin. Ouais, c'est bien de voir comment c'est testé parce que beaucoup de gens ne réalisent pas comment ça marche. Yeah, no problem. Donc, ça c'est un LDR. Et ça c'est le senseur analogue. Donc voilà, on peut se connecter au Arduino et une fois que c'est fait, on a le programme de test et on peut changer la LED avec différentes couleurs. Cool. Parce que c'est les couleurs RGB. Voilà, vous pouvez arrêter maintenant, ça va, on va tester toutes les couleurs. Merci. Next up is Child Growth Monitor. Alors maintenant, à propos du monitoring de croissance des enfants. Bonjour, je suis Marcus. Je voudrais vous présenter un problème très global. Il y a 3 millions d'enfants de moins de 5 ans tous les ans qui souffrent de malnutrition. Et ça affecte les générations à venir. Mais ce n'est pas seulement un problème de nourriture, c'est beaucoup plus large que ça. Le vrai problème, c'est aussi un problème d'information.
Les parents et les gouvernements ont souvent des difficultés à identifier les problèmes de malnutrition. Et souvent, ils amènent les enfants à l'hôpital alors qu'il est beaucoup trop tard. Governments and NGOs often don't know the magnitude of crisis and where exactly help is needed. So in chronic situations, dans les situations chroniques, comme en Inde, regular nutrition service of millions of children are needed. Les problèmes de malnutrition concernent des millions d'enfants. There is a standard method of, il y a une méthode standard de mesurer le problème de malnutrition, mais c'est compliqué. Souvent, il est nécessaire d'avoir des experts qui procèdent à ces analyses. Alors, comment aujourd'hui pourrait-on détecter la malnutrition aujourd'hui? Avec l'âge de l'enfant, le poids, la taille de l'enfant, la circonférence osseuse. Le plus grand challenge, c'est la taille des enfants. Les enfants bougent beaucoup. Et il n'est pas toujours facile de les mesurer correctement. Un centimètre peut faire la différence. Et il serait peut-être possible de standardiser la méthode avec un simple téléphone. Nous avons conçu une solution simple, facile à mettre en place. Open source et gratuite. Google Project Tango smartphones we're using. Ce projet Google Project Tango. 3D point cloud 3 times per second. It's the same technology that is used in Microsoft Kinect and Apple's Face ID hardware. C'est la même technologie qu'utilise Microsoft pour faire de la reconnaissance de visage. We use a convolutional neural network to detect humans and their body parts in regular RGB video and automate the measuring process. And we can possibly build predictors for the weight of the child and unhealthy or even life-threatening conditions like wasting, where children lose fat, stunting. Nous pouvons déterminer quand un enfant grandit ou gagne ou perd du poids. Nous commençons en mars prochain les prochains bêta-tests et en Inde d'avril à juin. En même temps, nous collectons des données sur les standards de malnutrition afin d'affiner nos résultats. Nous avons un budget pour le pilote fourni grâce à des organisations partenaires. Nous avons des infrastructures auprès de Google pour soutenir le projet Tango et TensorFlow. Nous avons besoin de vous. Si vous voulez contribuer, je vous invite à nous contacter. Nous avons de plus en plus de personnes. Nous avons besoin de plus en plus de personnes. Des data scientists, des experts, des experts en n'importe quel domaine de connaissances qui pourrait être utile. Si vous pouviez contribuer en minutes, en jours, s'il vous plaît, contactez-nous. We brought 6 Project Tango smartphones, just like any of the 3 teams in India will use. We also want to host discussions about, of course, the technical implementation. Nous pourrions discuter de tous ces problèmes de mesure, de stockage et également de vie privée. So, next up is going to be Libre Silicon. Ensuite, c'est Libre Silicon. There it is. Let's go. C'est parti. Hello, my name is David Lanzendorfer. Bonjour tout le monde, je suis David Lanzendorfer. Founder of the startup
Lansville Technologies. We're a small créateur de la start-up Monster Technology. We started to cooperate with other companies in order to On a commencé à travailler avec les entreprises pour briser le monopole des fabricants de microcircuits. What we are doing, we want to make free and open source Ce qu'on veut faire, semiconductors. That means c'est des semi-conducteurs build that stuff in your basement, libres, open source. those specification and Pour l'instant, c'est pas process possible and the technology. à cause des procédés de fabrication du produit. Design from the internet and build it in your basement. Mais avec nous, avec notre projet, on pourra prendre n'importe quel design qu'on veut et juste le faire dans son garage. Not really sufficient for covering semiconductor processes and technology. So we have worked out with some friends of mine who are lawyers. Avec des amis qui sont avocats, on a travaillé sur une licence publique pour Libre Silicon. C'est basé sur GPL. Yes, and we've also want to introduce smart contract On va aussi introduire des smart contracts pour que chacun puisse réellement utiliser des logiciels libres. So why are we doing this? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? MPWs, for the people who are not aware of what that means. MPW. And this multi-project wafer C'est shuttle services cost around $20,000 or C'est quelque chose qui more, and coûte take plus de 20 000 euros 2 months. et qui prend So au moins if 2 you mois. wanna design a microchip, you're on it for years and pay Donc, vous allez $100,000. Payer très cher. And, you're not pour juste free une to build your micropuce. own chips at home. Vous n'êtes pas libre de faire votre propre microcircuit chez vous. Sometimes the manufacturers want NDAs from you, and for the NDAs Et des fois, les it's totally insane. fabricants vous imposent des clauses de non-dévoilement de leurs secrets. Donc vous ne pouvez pas utiliser le produit comme vous voulez. C'est un marché fermé Semiconductors, so the où le market développement est plutôt limité. because it's expensive and only big companies. En fait, c'est tellement cher que le marché est en régression. With the projects, a lot of open source projects who develop the different parts of this tool chain we developed. On a utilisé beaucoup d'autres projets open source pour s'inspirer et pour s'aider à faire ça. Lansville Electronics. Yeah, and as I mentioned, we want to reward IP developers using On veut aider les développeurs decentralized à utiliser des solutions décentralisées, des plateformes collaboratives. middleman On system veut plus qu'il y ait d'intermédiaires qui sont en fait inutiles. So we're gonna rent to make the hardware part happening. We rent out the clean room and equipment from your Hong En Kong termes de hardware, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué le matériel to negotiate renting the room. et on s'est installé We can chez de la build famille. basically the whole Pour entreposer tout ça. process with flash and RAM is everything there. And, Et maintenant, on arrive à we have been à avoir working tout le on procédé de the fabrication. fully integrated development environment to develop chips. Et on a un outil de développement qui est conçu à l'intérieur du procédé de fabrication. In the backend, we use Greywool, Qflow EDA. eCodeBoost, Verilog, all the open source tools, all here also linked in On my utilise presentation. des outils open source. That's screenshots of the tool. Voilà, sur l'écran, vous voyez So on the very des right, captures you see a d'écran frame de with l'outil qu'on 3000. utilise. And on the left, you see a text editor, and in the middle, À la signal gauche, viewer, so vous the voyez en format simulated texte. circuit. Au milieu, c'est So une simulation we de have some issues circuit. and we need your help. Mais on a besoin de votre aide parce qu'on a quelques problèmes. Come to me afterwards. Venez me voir Some at après le talk. Qt or C, Si and- vous or Verilog, connaissez please help. Here, please. dans les langages qu'on utilise, Thanks. merci de vous joindre à nous. Thank you. Merci beaucoup. So, next up is Le prochain known beacons. concernera les Where is it?
les bornes, les noms de réseaux connus, Wi-Fi, avec une association automatique. On va commencer cette discussion avec une question. Combien d'entre vous sont déjà restés dans des hôtels comme le Radisson Blu, le Hilton ou le Marriott? Combien d'entre vous ont déjà initialisé un Chromecast? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé un hotspot phone? Some of your bandwidth, and in exchange you can join Wi-Fi for free. Okay, you can see some. And finally, how many of you have Et combien d'entre vous se sont déjà connectés au réseau non sécurisé du 34C3? Ok, presque tout le monde l'a fait. And I think most of you did. Si vous avez levé la main, et je pense que la plupart d'entre vous ont fait, vous êtes probablement susceptible d'être victime d'une attaque nommée Known Beacon Attack. Dozens of beacon frames. What is a beacon frame? Beacon frame is the message that the access point is going to shout to everyone in order to announce its presence. Il s'agit du nom de réseau qui est propagé à tout ordinateur qui voudrait se connecter à un réseau Wi-Fi. Then there are 10 different beacon frames around. So what we're doing is Ce que nous faisons, c'est d'aspirer et de reconnaître et d'enregistrer les différents noms de réseaux dans un environnement, dans la douzaine de réseaux qui sont autour de nous. Ces réseaux peuvent être populaires, ouverts, publics. Par exemple, les hôtels qu'on a mentionnés, les SSID les plus connus, comme les aéroports. Si vous avez déjà utilisé un Chromecast, vous savez forcément où vous y connectez. Le SSID Chromecast est facile à déterminer. Il y en a plein d'autres. Ce dictionnaire s'agrandit régulièrement. Il est enrichi par la communauté du Wi-Fi. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez les paramétrages par défaut sur le système, vous avez le flag AutoConnect activé qui vous permet de vous connecter à un réseau Wi-Fi automatiquement. À partir du moment où vous quittez une zone et que vous revenez dans cette zone, votre appareil va se connecter automatiquement au Wi-Fi. Vous allez automatiquement vous reconnecter à l'access point. À ce moment, vous êtes susceptible d'être victime d'une attaque. Ça n'est pas une attaque de type karma, parce que l'attaque karma, en fait, se base sur le scanning de network et non pas sur l'autoconnect. Because they don't do the active scanning, they do the passive scanning. They won't send probe request frames for networks that they have associated with in the past. Cette attaque que je décris s'applique uniquement au flag AutoConnect. Il n'y a pas de requête de scan de réseau. Si vous êtes connecté une fois à ce réseau, vous êtes vulnérable. Tous les gestionnaires de réseaux modernes sont vulnérables, peut-être sauf ceux sur Windows. Cette nouvelle fonction sera implémentée dans la version 1.4 qui va bientôt arriver. We have patched HostAPD for doing this. There are many new features, and il y a beaucoup de nouvelles fonctions. With this new release, and specifically the Wi-Fi Physical Core developers, Brian Smith and Anakin Tang, and everyone else, of course, who help. Et tout le monde est invité à nous aider sur ce sujet. Thank you. Next up, color-based network analysis. Donc, prochain sujet,
l'analyse réseau basée sur les couleurs. Hello everyone, good morning. My name is Florian. Bonjour, je m'appelle Florian et je vais vous parler de couleurs et de réseaux. Is there a problem? Il y a un problème? Yeah. Je peux commencer? Oui. Okay, thank you. Ok, merci. Why I'm doing this? Pourquoi je fais ça? Networks Aujourd'hui, les réseaux protocols are defined. sont basés sur des protocoles qui sont définis de manière ouverte, et on peut le lire dans des RFC, ou propriétaires, et donc il faut faire de reverse engineering pour pouvoir y accéder et le réutiliser. Donc, une chose qui m'est venue en tête, c'est que le MIT a trouvé que si un corps humain était considéré comme un objet, c'est plus simple de reconnaître un objet dans une image plutôt que de le retrouver dans un texte. Donc c'est plus efficace de voir un réseau d'une autre manière que celle à laquelle on est habitué aujourd'hui. On utilise Wireshark ou TCP/Dump et on parse toutes les informations réseau et on lit les informations pour trouver l'information qu'on recherche. Ce que j'essaye d'introduire, c'est qu'on prend les informations d'un paquet IP et on forme des pixels par rapport au paquet. Donc on a différentes couleurs et on voit que je segmente le paquet IP en regroupant 3 bits, 3 octets ensemble dans un pixel, et ça me permet de créer un pictogramme. Et je peux créer du coup des schémas et des structures qui peuvent être très sympas. Donc ici on peut voir la différence en modifiant le nombre d'octets d'un paquet IP vers un pixel. Donc en haut, je prends 24 octets par pixel. C'est le maximum parce qu'on a RGB qui prend jusqu'à 8 octets. Ensuite, le deuxième, j'ai divisé le nombre d'octets par 2. Donc je suis à 12 octets par pixel. Et tout en bas, j'ai un octet par pixel. Donc j'ai que 2 couleurs, blanc et noir. Je sais que si on prend toute la palette de couleurs de RGB pour un humain, on ne voit pas la différence entre certaines couleurs. Mais pour une machine qui observe ça, elle verra la différence entre les couleurs. Donc, ici, je peux vous montrer quelques exemples de samples qui ressemblent à... Peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé VoIP. Et vous savez qu'il y a différents types de codecs et il y a des différences entre PCMA et les différents codecs utilisés pour la voix, pour transférer la voix et la manière dont la voix est transférée. Donc on voit que le PCMA n'utilise pas la bande passante comme elle pourrait, il y a énormément de place libre. Donc on a un outil disponible et voilà à quoi ça ressemble si vous le lancez. Et si on regarde, je vois beaucoup de personnes effrayées. Faut pas être effrayé, c'est juste une création de patterns, de schémas. Donc on voit une association de couleurs, c'est plutôt fluide et on voit très facilement ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Je sais que voilà, on n'a pas forcément l'information sur ce qui se cache derrière un changement de couleur, mais on peut plus efficacement trouver des informations. Par exemple, j'aime beaucoup Wireshark. Wireshark, c'est génial. Pour cet exemple, j'ai extrait un stream ICMP et deux streams ont été modifiés. Avec Wireshark, c'est très compliqué de voir la différence, de trouver cette petite différence dans les paquets. Et côté droit, on peut voir un clair changement de couleur. Donc voilà, pour Wireshark, tout est identique ou quasiment identique. Et si on transfère ça en couleur, on peut vraiment voir ce qui se passe. On peut regarder ça de plus près. Donc, si vous voulez
l'essayer. Essayez, regardez, le code est disponible en ligne sur GitHub à l'adresse suivante et amusez-vous bien et faites de jolies couleurs avec. Merci. J'ai oublié de mentionner qu'on aura une pause de 15 minutes entre 12h30 et 12h45. Prochain talk sur Hacker EG. Bonjour, mon nom est Ayuvo. Désolé d'avoir ce talk en allemand, mais comme ça concerne des circonstances et des problèmes allemands, voilà, c'est plus simple. Donc c'est pour des coopérations ou des associations. Donc je rencontre depuis pas mal de gens, des gens entre nous qui ont un job principal très stable et voilà. Ils aiment bien faire des choses à côté de leur travail principal pour faire un petit peu d'argent. Mais ils ont souvent mauvaise conscience parce que les petits boulots qu'ils font à côté ne justifient pas la création d'une entreprise, mais par rapport aux impôts, mais ça permet quand même voilà, d'aider un peu à droite à gauche et de faire un peu d'argent en aidant les autres. Moi, par exemple, je fais des podcasts et les gens qui m'écoutent aiment bien et le font m'envoyer un peu d'argent pour me soutenir. Mais c'est pas intéressant pour moi de créer une entreprise, mais d'un autre côté, ce serait intéressant de pouvoir investir un peu dans du hardware, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ce genre d'entreprise? Il faut une entreprise où on peut facilement rentrer et sortir. Donc, par exemple, on parle de quelques centaines d'euros peut-être par mois. On veut aussi que cet argent puisse être ramassé de manière collective et récupéré si nécessaire. Donc, c'est un problème qu'on a déjà eu à l'époque des empereurs. Les travailleurs, les employés domestiques, les paysans et les petits commerçants ont déjà eu ce problème-là. Et la solution, c'était de créer une association. C'est une loi de 1890 qui est très peu utilisée, malheureusement, aujourd'hui. J'ai proposé cette idée il y a à peu près un mois. On est à peu près une vingtaine de personnes à faire ça. On aimerait bien être une centaine pour qu'au niveau des coûts et des entrées, ça soit vraiment intéressant et que ça fasse plaisir. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent investir au niveau capital et il faut beaucoup de personnel actif également parce qu'il y a un peu d'aspect administratif à couvrir. Donc, voilà. Il faut investir à peu près 20% de temps pour la partie administrative, ce qui est pas mal pour une petite entreprise. Et il faut s'aider soi-même, donc créer son site web soi-même, il faut écrire son front-end, son back-end soi-même. Par exemple, si on importe des composants, c'est important d'avoir les bons numéros d'identifiants. Donc c'est important d'avoir les bonnes connexions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut à peu près une centaine de personnes qui peuvent nous envoyer à peu près une centaine d'euros et qui peuvent faire à peu près 5 000 € minimum par an pour que ce soit intéressant. Donc envoyez-moi un mail. Vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez utiliser le mot-clé « intéresse » que vous êtes intéressé à mon adresse mail et je vous enverrai plus d'informations. Vous pouvez chercher dans media.ccc.de. Vous pouvez chercher Hacker EG et vous allez trouver mes présentations plus détaillées des congrès précédents.
Je suis disponible sur Twitter ou sur Trema avec mon ID Z6X3DTSM. Merci. Donc, la prochaine session sera sur l'analyse du spectre. I told him it goes out of his 5 minutes. Okay, so this is going to be a demo. Ceci va être une démonstration. The output. Let's see. Looks good. Ça a l'air bon. Video people, could you switch to the VGA podium feed? Did he bring a VGA hardware? Est-ce que le podium pourrait passer sur la vidéo? He's pointing at you. I don't know what he means. Can somebody whistle the Jeopardy melody? So, this is what happens when you bring your own hardware. I can also try the digital output. Ça arrive quand Yeah, use the digital output. Always. Digital is always ça arrive better. quand on amène son propre matériel, malheureusement. Vok, can Hello? you switch the video feed? I'm outputting something. So, you are apparently outputting something. Apparemment, vous émettez bien quelque chose. Est-ce que l'on pourrait basculer? I'm sorry, you can just start talking, maybe. Commencez à parler. You might remember the radio badge from last camp. Vous vous rappelez peut-être du badge radio du dernier camp? And the HackerF crew has made a L'équipe HackerF available for the HackerF. avait développé un firmware qui permettait un scan haute fréquence. We finally got it merged into a special branch of the radio firmware, and it Finalement, nous avons réussi à faire fusionner ce firmware avec un autre firmware d'analyse radio. 33C3. On the way back, I decided, hey, let's make the radio cyber again for you guys. Et donc j'ai décidé de revenir pour le 34C3 pour vous présenter notre nouveau firmware qui permet de scanner de manière extrêmement rapide les changements de fréquence du spectre. Nous avons ajouté cette fonctionnalité à notre firmware que nous avons appelé Q-Spectrum Analyzer. The right firmware to your radio, you can use that. It's in the Opera merge branch at the moment because c'est actuellement dans la branche Fusion Opera du firmware. Ça nécessite un update du CPLD. Et maintenant, on peut regarder si ça marche. Je l'ai déjà programmé. Si vous lancez le Q-Spectrum Analyzer, ça vient en live depuis la carte. Il y a une baisse de fréquence aux alentours des 2 gigas, c'est là où le Wi-Fi s'arrête. C'est plutôt rapide. On peut aussi regarder une autre gamme de fréquences, celle basée sur les GSM. Du côté de 1000 MHz. C'est un peu plus lent. Dans le Wi-Fi, on avait une fréquence de scan beaucoup plus rapide. Mais vous voyez ici l'activité des GSM qui continue. Si vous réduisez la gamme de fréquences, vous obtiendrez quelque chose de plus rapide. So we're scanning around 1 GHz per second.
The HackerF can do Nous scannons 1 giga par seconde. on making this faster, but it's pretty good already. On pourrait le rendre plus rapide, mais c'est déjà relativement bien. And you can do arbitrary large ranges here, so you can go, let's say, from Vous pouvez avoir une gamme de fréquences extrêmement large. 2700 megahertz, 600. And it gets slower, so this will take around 2 to 3 seconds now to complete, but you can... J'ai augmenté la gamme de fréquences, donc là, ça va être beaucoup plus lent. All right. Thank you very much. Merci beaucoup. The HackerF guys are also doing nice L'équipe HackerRF attacks using their new board, and the radio actually has 2 USB ports. continue à travailler sur ces sujets de radio et de hacking par la bande radio. Thank you. There's going to be another talk with their own hardware. So Il va y avoir un autre talk où la personne ramène son propre matériel. On va voir si ça va marcher. it's about hacking a piano. C'est à propos de hacker un piano. All right, there we go. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Yo. Let's go. Okay, sorry. Yo, my name is Gonify, and this is my piano. Voilà mon piano. Not exactly. This Enfin, pas is the exactement. entire piano, but Ça, this c'est mon vrai is the piano. electronic board. Mais ça, c'est la carte I mère. thought, like a few months ago, well, Il y a quelques this mois, piano, it's nice. je me You have suis a dit, USB port il est sympa and mon you can piano, il a put un whatever you like port on the USB port. où on peut mettre So ce I qu'on veut en decided, fait. why not try Donc to je me suis hack dit, it and take pourquoi ne pas essayer de le control of hacker my computer with it? et So, prendre le contrôle de la carte mère grâce au port USB. I'm not going to touch Je vais vous faire une démonstration. change to another screen and just plug it in. Et voilà, je l'ai juste branché. It's actually supposed to do audio right now, but the audio doesn't seem to Maintenant, ça devrait faire du son, mais là, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est pas grave. Normalement, ça doit jouer le thème des Flintstones. Well, basically, the En fait, simplement, you have like a month ago, you had il y a quelques mois, il il y avait 14 exploits du cœur USB. Basically, well, you have user freeze, you have memory corruption, etc. I didn't have the time to look at them. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu ces exploits. Mais ce que je me suis dit, c'est que je pourrais en utiliser un sur mon piano. Et au final, j'ai fait une vidéo sur le sujet, comment hacker ce modèle de piano. Basically compass just 2 strings to check if the update is correct. So you can pretty much have your own update through USB. Doesn't even need the En fait, tag. vous pouvez avoir votre propre mise à jour pour l'USB, vous n'avez même pas besoin de passer par JTAG. If you want to see how I actually did that and how C'est vraiment facile si vous voulez voir comment j'ai fait et comment ça marche. Et si vous voulez une introduction sur comment hacker son piano, allez voir cette vidéo. It actually makes no sense. This piano actually makes no sense. So, Bon, ce piano, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce que je veux dire, c'est que vous avez accès au logiciel, mais là, ça peut être plus compliqué si vous le faites sur des matériels différents que si vous le faites sur ce piano. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous vois plus tard. Thank you. Merci. So this is what we have until the... Okay, welcome back to the lightning talk session. The second half, starting with living on $1 a day. Bienvenue dans cette deuxième heure. Notre premier talk, c'est vivre avec $1 par jour. Talk, I have speak a lot of a lot of words and I have shown people a lot of things. I will give you one hint. Keep in mind, it's paid by our taxes. And we have also, we are also a part of the problem.
Si, elle a parlé tout à l'heure. Ein stiller Talk. Es ist ein stiller Talk. As you see, the pictures, we pay this fuck up from our taxes. We are heard in the world. We are hackers. We can do something. Please help to stop to waste Africa. Many, many thanks. Thank you. So next up, one of the usual suspects of Lightning Talk sessions, TDRM. Good morning. I'd like to talk about TDRM, the Tihange Dual Radiation Monitoring System. I gave a similar talk last year and I will give you a brief recap. Tihange and Dual are two nuclear power plants closely to where I live in Aachen, and they've had several outages and have faults, fissures, and this is of great concern to us because in case of radioactive fallout, not only Aachen but entire North Rhine-Westphalia is in danger. We decided to play a part in making our region safer by providing sensors. These are distributed in strategic locations around the power plants and we get measurements of radiation. So, what's new? First of all, it's not just us. There are several other organizations that play a part in protesting against these power plants. For example, here you can see a human chain from 50,000 people from 3 countries. Or the projection of the message, "Stop Tihange and Dual," onto the nuclear power plant's tower. Also the usual things, posters, protests, what have you.
So what did we do? First of all, we decided to improve our website, to reach out to more people, to make the data easier to interpret, easier to read. We had a project with students from the Faculty of Media of the University of Applied Sciences in Düsseldorf that created a web app that not only shows you information and details, but also measurements of the radiation that you can interpret at first glance. How did we get these measurements? At first we used PyGI boards, so Geiger-Müller tubes and a Raspberry Pi. These had some problems due to the high voltage supply, so we decided to switch to semiconductors, which are unfortunately more expensive and less accurate. We fixed the problems, we are back to PyGI now, we get measurements and create a sliding window average, which is sent encrypted to our server. Earlier this year, some physics students approached us. They're building a highly sensitive gamma sensor. This sensor can distinguish different levels of energy and thus allows us to recognize different isotopes. It's a work in progress, there are prototypes, and we're looking forward to use these new sensors. So, what happens with the data? First of all, we provide raw data. You can see measurements for every station, for every cluster of stations, for everybody who wants to analyze the data in more detail. And as already shown, we have easy to interpret renderings of the current readings for people who just want to know whether they should run away. And we have some data that's also easy to interpret but more detailed, for example, for catastrophe management. This is important to us as going the official way with all the bureaucracy involved with communicating with Belgium authorities and so on takes hours, which is too long. So we provide data in minutes. We're still working on how to get all these information together and how to display them. It's a work in progress, but we're confident that we'll have a good website later. So in summary, we started a tech project. The whole thing gained a lot of momentum. Not only we, but also other organizations reached more people, drew more attention to the problems. We provided a simple method to get data, and this enables us and others to raise awareness and start a discussion about these problems. So what's in store for the next years? We dream big. We want to also correlate our information with wind and weather data. We want to reach more non-tech people, the normal people, for example, with social media and other channels. We would like to provide a fail-proof network, which is more difficult than it sounds, because in the case of nuclear disaster, we have to ensure reliability. And of course, we would always like to improve the sensors and the distribution of sensors, more people, better collaboration. With most of these things, we aren't the experts. So if you know anything about any of these things, if you're enthusiastic about making the world a better place, do what? Come to us, talk to us. We are at the 5th Assembly. You can contact us via email. The project has a mailing list. I am Das Teutelbier on Twitter. You can reach me there. And also, thank you for your attention. Thank you. Next up, the story of EduRoam, how EduRoam got taken down for a day. Good morning, everybody. Well, I'm a student at Ulm University and also a network administrator, and I want to tell you a story how EduRoam got taken down for a day, and I assure you it's quite peculiar. So first, the scenario. Imagine you go into your office on a Monday morning and users start calling in and claim EduRoam isn't working. Well, first you think, well, it's got to be the user's fault, except it wasn't. EduRoam somehow had stopped working over the weekend, and I want to invite you on the journey and how we fought the issue and how we fixed it. Well, the first thing you do is you try to associate your own client with EduRoam and see if it's working and what's not working, if anything is going wrong. And what we found was that we were not getting an IP address. So, of course, it's got to be the DHCP server, ain't it? Well, except it's a little bit strange because actually we monitor our DHCP server quite closely and we didn't notice anything strange happening. So it was not the DHCP server. We logged in on the box and we didn't see anything wrong with it. So we started sniffing the network and hoped that maybe we find the issue there.
And I'm sure you all have seen such a Wireshark trace, but before we analyze this, I want to give you a quick reminder on how DHCP works. If a client joins a network, it basically shouts into the network via broadcast, hey, is anybody there? Can anybody give me an IP address and some information on the network and whatnot? To which a server replies with an offer. So basically it says, hey, you can have this IP address, take these settings and whatnot. And this is followed by the request, where the client requests this specific IP address, and the whole thing is concluded by an acknowledged. So what do we see here? Well, at the marker, we see a DHCP discover. We see it twice, strangely, but there's the offer missing. So something is going on in the network. Strangely enough, when we did the same sniffing at the DHCP server side, we saw that the DHCP server received all discovers, sent out all the offers, but the offers never reached the client. So at this point, you start to sweat as a network administrator, because obviously what is going on? What is going on? You don't know. So what we did was, actually, well, this is another slide where I can show you again. The offer was missing. It was not received by the client. We had to trace the way of a packet, and this is very short. We did a lot of things to actually find out where the packets were going. If you're interested in how we did it and how we correlated all the forwarding database entries and so on, you can visit me at the Open Knowledge Foundation assembly. When we trace the packet, well, first a quick word on our network. We have a highly redundant structure in our university with about 1,400 switches. Everything is redundant and connected into loops. So obviously we have to use spanning tree protocol to ensure that there are no loops in the network and only one path is active. And as you can see here, there are multiple distribution switches, and then at some point there are access switches where the clients are connected. So what happened was that when the DHCP server that you see over here sent its offer, it should go the red way to the cell phone down here. But for some reason it was not going that way, and it was received by a totally different port, where I drew this little cloud. Now the first thing you do is go to the office where this port is located and have a look what's on this port. And this thing was on this port, so this looks quite interesting. This thing here represents the backend. I rebuilt it in our assembly, so it's not exactly what we found. But this thing here is the backend. We had a Netgear switch, and there we have a disassembled Cisco access point that we wanted to fix because we don't have support contracts for them anymore. What happened? Ce qui s'est passé, We didn't know what to do next. But then one of our colleagues had a closer look at the whole thing, and what you know. un de nos collègues a regardé tout cela de plus près, c'est qu'en fait, This is not a power over Ethernet switch, so actually it's en l'absence d'alimentation, because when you take a closer look at the Netgear switch, you notice the port was up. So how the hell can that happen? Well, it's quite easy. eh bien, en fait, un des ports n'était pas alimenté. Apparently has a mass shielding problem. Apparemment, un des ports sur le switch Netgear avait un problème de masse, ce qui donnait l'impression que la ligne n'était pas alimentée, et donc The network chip on the access point got pulled slightly up, which caused all of its inputs go to a high impedance state. donc le point d'accès en fait a estimé que le port n'était pas up, et donc à ce moment-là, So I talked about spanning tree first. le spanning tree, Packet reflection in your network going on. Spanning tree notices the whole thing. le spanning tree normalement remarque ce genre de choses. Disabled the whole thing a few months ago, so you see the whole thing was quite peculiar. What happened? Well, the client sends a DHCP discover. To this point, everything's working fine. The discover reached the DHCP server. At the same time, the discover reached the access point. The access point reflected the whole thing, while the DHCP server wasn't processing the packet. And this caused, because of the reflection, it was the same source MAC address that all forwarding database entries in all switches in our university flipped to this one peculiar port, and all answers were going to this port. And this is how Ethereum got taken down for a day by an access point that had no power. Thank you. Thank you. BT Mining. Next up, BT Mining. Ensuite, nous avons BT Mining. Or data mining in the parliament. Ou exploiter les données du Parlement. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler brièvement de la base de données, d'une base de données qui cherche un problème.
En fait, en Allemagne, ici, on a pas mal de choses qui sont en open data. Les principaux partis ont dit oui, on veut rendre tout ce qu'on fait transparent, disponible. Bon, en fait, c'est rigolo parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait. Mais ce qu'on a, c'est le système de documentation du Parlement allemand. Il vient du Bundestag et il a tous les objets qui sont, tous les sujets qui sont sur l'agenda, tous les protocoles, tout ce qui se passe en plénière. Mais comme c'est fait par une institution étatique, il n'y a pas de API, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de moyen de tout télécharger, c'est pas en PDF, il n'y a pas vraiment de manière facile d'accéder aux métadonnées. En fait, s'il y a des métadonnées, mais ça utilise un autre système d'identifiant que le système pour les documents, donc c'est beaucoup trop de travail. Mais il y a quand même certaines choses bien avec ce système. On a des PDF qui vont jusqu'aux premières sessions du Parlement, c'est-à-dire jusqu'en 1949. Et j'ai trouvé aucune erreur là-dedans pour l'instant. Les adresses URL sont prévisibles. Le site est en HTML et il est codé d'une telle façon que c'est facile d'extraire ou de scraper le site qu'on veut. Et en outre, leur équipe technique est sympa et ils m'ont proposé et sont tout à fait ouverts pour les coopérations ou nous aider. I downloaded about 19,000 kleine Anfragen, which is for the people not from Germany, where a political party. Au final, j'ai pu télécharger environ 19 000 questions au gouvernement posées par les partis, 10 000 projets de loi, 4 000 protocoles de plénière, et en tout, j'ai 130 000 documents, c'est-à-dire 76 gigabits en PDF ou en texte. J'ai mis tout ça sur archive.org au cas où ça viendra disparaître du site officiel. J'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire avec ça. Je ne m'y connais pas en mining de texte, je ne m'y connais pas en mining de données. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais j'ai juste pas les compétences. Si vous avez une idée, si vous savez comment en faire, vous pouvez prendre la base de données que j'ai constituée. Il y a plusieurs manières de faire ça. Vous pouvez utiliser le QR code que j'ai fait, vous pouvez utiliser l'adresse web, ou vous pouvez le faire vous-même. Mais sur Internet Archive, ça va être assez long. Ça, je vous conseille pas. Sur mon site web, c'est en tar.gz. Bon, si vous le faites tous en même temps, le site ne tiendra pas le coup. Donc attendez un petit peu peut-être. Sur mon GitHub, j'ai mis le code source de ce que j'ai utilisé pour obtenir les bases de données. Et voilà pour ma présentation. Si quelqu'un a une question, je peux la prendre brièvement. I can't do it because I don't have the space on my laptop for this right now. J'ai pas assez d'espace pour mon laptop pour faire ça. Mais vous pouvez me trouver sur Twitter, @malexmale. Je mettrai le lien sur les slides que je vais transmettre. All right. Thank you very much. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Next up is Imperfect VR. Ensuite, on a une présentation sur la réalité virtuelle imparfaite. So, hi, I'm Creative Coding and this talks about a project called. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Imperfect VR, réalité virtuelle imparfaite. La réalité virtuelle est assez nouvelle pour la plupart des gens qui se posent de nombreuses questions, notamment celle-ci. Est-ce que la réalité virtuelle peut revitaliser l'économie ? C'est une question assez intéressante. En voici une autre.
Est-ce que nous vivons dans une réalité virtuelle? C'est un tabloïd britannique dont vous voyez bien comment il montre le scientifique malicieux. Ce que les gens veulent voir en réalité virtuelle ou ce à quoi il ressemble, c'est ça. On paye quelqu'un de l'argent et il vous donne un appareil que vous collez sur votre visage. Il y a un petit problème avec Média, mais bon. La réalité virtuelle imparfaite est une approche différente de la réalité virtuelle. C'est l'idée que tout le monde peut créer une réalité virtuelle. Par tout le monde, j'entends ceux qui n'ont pas d'expérience en programmation, oui. Et jusqu'à présent, j'ai donné 10 ateliers et la plupart des gens qui sont venus à cet atelier n'ont jamais codé auparavant. Donc ce que nous faisons, c'est ce que j'appelle un Hello VR World. Ce n'est pas très avancé, mais ça ne met que 2 heures à coder. Voilà ce qu'on fait pendant cet atelier. Tout ce dont on a besoin est un smartphone. Il faut un carton qu'on peut couper soi-même et un framework qui s'appelle A-Frame qui est open source. Et ensuite, c'est parti, on peut se créer un petit monde en réalité virtuelle et voilà votre tête après avec le casque sur le nez. Ah, désolé, je me suis trompé. Voici le vrai slide. Bienvenue à nos maîtres de la réalité virtuelle. Comment avons-nous accès aux médias? Eh bien, voilà ceux qui vendent la réalité virtuelle. Je n'ai pas de problème avec Mark Zuckerberg, pour être honnête, mais la question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on construit une réalité virtuelle? Désolé pour Média, je dois aller très vite. Pour Média, je dois aller très vite. La VR virtuelle est une approche différente. Ça ressemble à ça. C'est fait par nous ou par vous. Ça vient d'une culture de la réalité virtuelle qui est autour d'un média et pas d'une entreprise commerciale. Ça vient des années 90 et elle connaît actuellement un grand retour. Voilà une campagne de pub que nous avons faite l'année dernière. Les artistes comme Jeremy Bailey ou Tim Sega. Il y a un art du glitch qui utilise des bugs dans la réalité virtuelle. Voilà le Hyphen Lab. Voici Jane Gauntlet. Et voici BNL Lab. Ça, c'est Thorsten. Sarah Fogel n'est pas visible ici, mais ils ont travaillé ensemble pendant des années. Voici Dream Machine. Et voici Haptic Field, un Marshmallow Laser Fist qui Top Phobos. Et ça, c'est une drôle d'expérience sur le hacking des sens. En gros, notre choix est de décider, et que si votre choix est d'acheter vos objets auprès des grandes entreprises ou est-ce que vous préférez le faire vous-même? Voilà le choix qui se cache derrière la réalité virtuelle imperfecte. Merci. Next up is, le prochain orateur est Viper on Rexus. Ah, he's coming. Il arrive. All right, let's go. Allons-y.
Hi, I'm Harry and I will talk about the Viper. Bonjour, je suis Henri et nous allons parler du Rocket Experiment. Rocket Experiment for University Students. Un programme de lancement de fusée pour université subventionné par le gouvernement suédois. Et il s'agit de suivre un projet complet de lancement de fusée sur un an et demi. La roquette elle-même fait 450 kilos et c'est le sujet d'une expérimentation dans un milieu en faible gravité et en faible température. Ça a été commencé Our concrete experiment with Viper. The project it means vaporizing ice penetration experiment on a rocket. On fait des expériences de pénétration Under low pressure and low gravity environment. En basse gravité. About the ice melting about this ice melting process. There are a few interesting things. Il y a quelques choses intéressantes. Il n'y a pas de phase liquide dans le carburant. Nous avons quelques groupes de recherche qui font des simulations et nous voulons collecter et analyser les données pour vérifier les simulations. Nous utilisons ça pour simuler des environnements Enceladus. Mais qu'est-ce que c'est? Enceladus, c'est un satellite de Saturne. Et il y a une grosse croûte de glace. L'eau liquide, sous forme liquide, peut être assez intéressante pour étudier la vie. Et elle est située en dessous de la croûte glaciaire. Donc l'initiative de l'explorateur Enceladus est assez intéressant. Et ce serait sympathique d'envoyer des missions vers Enceladus. Et nous faisons des recherches là-dessus. Je ne vais pas entrer dans les détails. La partie la plus importante est cette partie grise. Au milieu, il y a 6 cylindres. Il y a aussi un dispositif qui permet de pénétrer dans la glace. La coupole verte est tout à fait fermée. Donc cela permettrait donc à Viper d'entrer dans la croûte glaciaire et d'être étanche à l'eau. Les raisons pour participer à notre projet. On apprend plein de choses que l'université ne peut vous apprendre. Il y a pas mal de travail interdisciplinaire, on travaille dans de grandes équipes, on contribue à la recherche et on peut publier des articles, on rencontre des gens de toute l'Europe, on peut voyager et surtout on passe 2 semaines dans le Centre spatial européen. Donc si vous avez le temps de vous impliquer dans ce projet, allez-y. Merci. Contactez-moi si vous voulez plus d'informations. Merci. Prochain, déverrouiller votre horloge interne des restrictions du soleil. No. I just broke the lamp. Right. I'm sorry. Won't be an actual lightning talk. So. La prochaine session sera lumineuse. Watching CCC videos, I thought it's time to throw something back at you. What I want to tell you about Ce dont je veux vous parler, really old. I thought the first time
Depuis longtemps, les scientifiques vous parlent à la télévision de l'importance de la lumière. So, yeah, that's not new. I've been preaching about it to everybody I see, and it's getting a little bit more traction lately, but still people do not use this kind of energy source to their full potential. So, Nous n'utilisons manifestement pas cette énergie à son plein potentiel. have you ever wondered why people sleep at night and Les then gens dorment la nuit et sont actifs la nuit. Ils sont actifs le jour. But you do realize most people work that way, right? Also, Mais la plupart des gens travaillent de cette manière. and have a better mood in the summer and have a less mood in the winter. They sleep more, eat De la more. même manière, l'été, les gens sont plus actifs et l'hiver, ils sont un peu moins actifs. Voire même, l'hiver, ils sont dépressifs. But you can turn up the heat and feel like summer. It may get your blood flowing a little bit, but Peut-être parce que le soleil, en fait, stimule votre métabolisme et vous rend beaucoup plus actif. it doesn't work. So, what Et l'hiver, ça ne fonctionne pas. experience this 100 of times and see it when the spring comes, days get longer. Everybody's going outside, sitting Et en fait, lorsque le printemps arrive, toute cette activation, tout ce qui se passe avec l'augmentation de la luminosité stimule votre organisme. Et la grande différence entre la lumière du soleil et le reste, in the natural sunlight et les autres moments, the light bulb almost have a completely lack of blue frequencies in the spectrum. And that is how most artificial light is. And that is a really et la grande différence entre la lumière naturelle du soleil et les lumières de synthèse fait que by the amount of the color blue. That is how the body distinguishes between il y a beaucoup moins de bleu dans la lumière I tell you really quick how the beaucoup moins de bleu dans la lumière de synthèse, alors que dans la lumière naturelle, on a beaucoup plus, on a un ensemble du spectre beaucoup plus complet. they go into the seeing nerve into the parts of your brain where imagery is processed, right? So, but you do have receptors in Nous avons des récepteurs dans notre œil spécifiquement faits pour le bleu. your brain where imagery is processed, they go right back to the ancient root part of your brain to Et qui vont stimuler une partie très spécifique du cerveau, chiasma, Greek word for sun. Suprachiasmatic nucleus. comme le superchiasme. That area, a whole shitload of things is going on. And the most important thing is it cuts off the sleep hormone production, the production of melatonin. And that is En fait, l'absence de cette lumière bleue va supprimer la génération de mélatonine au sein du cerveau. also serotonin. Or, la mélatonine est cette substance qui, dans votre cerveau, va vous rendre plus ou moins, qui va stimuler votre sommeil. What you want to have during your day, and that comes from blue light signals in Et donc, la fabrication de cette mélatonine vient de cette lumière bleue. old slides, apparently. Yeah, so this kind of light, which I brought with me and broke, but I have some more lamps with me. J'ai amené des lampes avec moi. Mais quel est ce genre de lumière? Antidepressant therapy lamps for hundreds of euros, but you don't need to buy that. You can have them really. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces lampes supposées stimuler ou nous soigner avec des longueurs d'onde particulières? 500K. It's like a color temperature. It's like Voici un graphe, voici une table avec that means it has the same color. avec la température des différentes couleurs So it means it has enough de l'été à l'hiver. to get you activated during the day, and that is what you want to make use of, and that is what I wanted to share with you. Et c'est ces couleurs que je voulais, ces températures que je voulais partager avec vous. Please approach me if you want to pimp your space with Si- some of these lamps. Si vous avez besoin d'aide pour agrémenter votre environnement, n'hésitez pas à nous contacter. Next up, how to avoid headhunters. Prochain discours, comment éviter les chasseurs de tête. Je veux partager mon expérience avec vous. Quand on a affaire aux chasseurs de tête, je cherche juste le passeur de slide. First, quick poll at the start. Who of you Tu vas avoir une question rapide à la salle. Qui a déjà été contacté par un chasseur de tête or Xing sur LinkedIn ou autre? Personalvermittler or recruiter? Okay,
approximately 10%. Ok, à peu près 10% de la salle. Who of you actually got his current job via a Et qui a son job actuel grâce à un chasseur de tête? 1, 2, 3, 5 personnes seulement. Intéressant. what a headhunter actually does? Bon, regardons ce que font les chasseurs de tête d'abord. He wants to earn money. C'est assez simple. Il veut gagner de l'argent. A big database out of Il a une grande base de données, des jobs disponibles et des gens qui cherchent un emploi, business platforms and notamment grâce à toutes les plateformes dédiées au business. his applicants, which Il va vers les employeurs et il lui propose des candidats. Ensuite, il récolte de l'argent pour ses services. several services and of course via a signed contract at the end. Yeah, there are different motivations depending on the Il a différentes motivations, le chasseur de tête. Bon, évidemment, d'abord, il y a gagner de l'argent. La meilleure façon pour faire ça, c'est d'arriver jusqu'à la signature du contrat. Dans ce cas-là, il peut prendre jusqu'à 30% du salaire gagné pendant un an. C'est en commission. have the job. There are some lies often told by headhunters I want to go on to at this point. And the employer, of course, he wants Ensuite, to pour la personne qui cherche un travail, c'est moins de travail, c'est moins d'efforts pour trouver le travail. Enfin, pour l'employeur, c'est de la même façon moins d'efforts pour trouver l'employé qui va lui correspondre. win situation. On a l'impression que c'est un triple gain, un gain de tous les côtés. But only at the first glance, at the Tout va bien, second glance, mais en fait, si on y regarde de plus près, and TLDR, il y a toujours, la plupart du temps, plus d'une personne qui ont des compétences comparables pour faire un emploi donné. the first one applies without a headhunter, and we got two with the headhunter. Bon, imaginons que le premier candidat essaye de postuler sans passer par un chasseur de tête. Node.js or whatever, but that's not that needed for the job. As he can basically, or all of them basically, can do the job. Bon, on a 3 candidats, les 3 peuvent faire le job. Closer to the mic because we already get feedback. Oh, okay, thanks. You can see your slides down on the monitor also. You don't have to turn around. Yeah, I want to. Je rappelle que vous pouvez voir les slides sur le grand écran. Yeah, and from the point of view of an employer, Donc, du point de vue de l'employeur, you also want to save money. There is vous voulez économiser de l'argent si c'est possible. this applicant because he has the same matching, but the employer has to pay this money. And Dans ce cas-là, vous serez plus intéressé pour prendre le candidat qui ne vient pas du chasseur de tête, puisque vous n'aurez pas à payer de commission. exception to this, which is Enfin, il y a une exception, c'est si le chasseur de tête a un mandat exclusif pour vous trouver vos candidats. only those. Ou par exemple, So the chances are si votre emploi n'est pas officiellement publié, ce qui est assez rare. nice action diagram, which J'ai fait un diagramme pour expliquer tout ça. encountering contact with the headhunter. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre en contact avec un chasseur de tête? URL, it's pretty self-explanatory. Vous pouvez le télécharger si vous voulez. Je pense qu'il est assez clair, j'ai pas besoin de l'expliquer. Yeah, thank you for your attention and have a nice congress. Et voilà, vous trouverez ce PDF sur mon GitHub. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon congrès. Merci. So the last talk. La dernière présentation sera sur Pretty Easy Privacy. My name is Slam. Bonjour, Sorry. And I want to tell you about Pretty Easy Privacy. je vais vous parler de Pretty Easy Privacy. Pretty Good Privacy. So what we're trying is C'est un dérivé de Pretty Good Privacy et nous essayons d'apporter aux masses le chiffrement. Internet draft, an RFC. I read out loud the first sentence. Voici ce qui est écrit sur notre site. Nous voulons construire la sécurité déjà disponible Automatize operations like key management, key discovery. qui comprend des protocoles de chiffrement. How we call it is a PEP, cross-platform c'est comment nous l'appelons, est une manière facile d'utiliser des outils de chiffrement. C'est pour chiffrer toute communication numérique
Elle chiffre automatiquement où que ce soit et avec n'importe qui. Tous les logiciels utilisateurs doivent être faciles d'utilisation. Ce n'est pas n'importe quelle plateforme, ce n'est pas encore un outil qui s'ajoute à la flopée d'outils qui existent déjà, et PEP ne prétend pas remplacer quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus juste un outil de chiffrement d'email, ce n'est que le début. Nous voulons optimiser et diffuser les coûts de la surveillance de masse. C'est assez facile. Les développeurs doivent simplement mettre un plugin dans leur application et les utilisateurs peuvent l'utiliser sans aucun problème, sans aucune difficulté. Voici l'architecture. Il y a l'application en haut. Puis il y a des adaptateurs dans différents langages de programmation. Et ensuite, on met l'application sur, on met le PEP sur le moteur de l'application grâce à l'adaptateur. Ensuite, en tant que développeur, vous devez seulement vous intéresser à l'interface entre votre logiciel et l'adaptateur. Voilà la liste des adaptateurs. On a Genie pour Java, on a Object-C pour iOS par exemple, on a Python et C++. Pour l'instant, on arrive à prendre en charge OpenPGP et SMIM sans problème pour l'utilisateur. Il n'y a pas besoin de faire de gestion de quai, il n'y a pas besoin d'infrastructures centralisées. On a un opt-in pour les phrases de passe. Voilà ce qu'on a pour les trust words. Et voilà comment on fait pour synchroniser les clés, les contacts et le calendrier entre différents services. On n'utilise pas le cloud, c'est-à-dire on n'utilise pas l'ordinateur d'autres personnes, on essaie de faire les choses bien. C'est-à-dire que c'est chiffrement bout à bout, pair à pair, et qui se veut être compatible avec plusieurs technologies de chiffrement. On va rajouter de plus en plus de technologies et de moyens et de plateformes le temps passant. Comme par exemple XMPP ou même le SMS peut-être. Le chiffrement du contenu, c'est pas tout. Donc c'est pour ça, comme vous le savez bien, c'est pour ça qu'on veut aussi s'intéresser à GNU-Net. GNU-Net, c'est la couche de routage. Bon, le but, c'est de remplacer les vieilles méthodes implantées sur Internet. À la place d'écrire des guides comment faire, how to, on intègre directement ce que les utilisateurs veulent dans le logiciel. L'idée, c'est que les utilisateurs n'ont plus besoin de penser au chiffrement. Ils n'ont plus besoin d'y penser, ils peuvent juste l'utiliser par défaut. Merci, pile à temps.